L'Europe et l'Afrique ont changé de ton en quelques mois, et la figure d'Ibrahim Traoré incarne ce tournant. L'Union européenne, jadis porteuse d'une aide unilatérale, s'efforce désormais de sécuriser ses ressources pour sa transition verte. Les relations ne se basent plus sur la charité, mais sur des accords commerciaux. L'enjeu de ces négociations, qui imposent réellement les conditions. Alors que l'Europe cherche à verrouiller ses chaînes de valeur, Ibrahim Traoré et d'autres dirigeants africains réclament un pouvoir de décision et une transformation locale. Le pivot est clair, l'Afrique ne se contente plus de donner, elle veut aussi recevoir, mais à quel prix ? Dans ce contexte de transformation, l'Europe semble redéfinir ses relations avec l'Afrique, passant de la simple aide à une coopération plus stratégique. Ibrahim Traoré, à la tête de cette nouvelle dynamique, symbolise cette exigence de souveraineté industrielle pour le continent africain. L'enjeu n'est plus seulement l'exportation de matières premières, mais la création de chaînes de valeur locales. Les pays africains, avec des leaders comme Traoré, cherchent à garder le contrôle sur leurs ressources, sur leur transformation et sur l'avenir de leurs jeunes générations. Tandis que l'Europe lutte pour maintenir sa position dans une économie mondiale en mutation, l'Afrique prend une place centrale, non plus en tant que fournisseur passif, mais en tant qu'acteur clé de sa propre industrialisation. Le défi est double. Pour l'Europe, sécuriser l'approvisionnement en minerais et en énergie pour sa transition verte. Pour l'Afrique, obtenir plus que de simples promesses d'investissement, mais des engagements réels sur l'emploi local, le transfert de technologies et la gouvernance partagée. Le jeu n'est plus à sens unique. Il s'agit désormais d'une négociation entre besoins croisés où chacun doit fixer ses conditions. Le changement de paradigme dans les relations entre l'Europe et l'Afrique est frappant. Dans un contexte de crise mondiale, marqué par la pandémie et la guerre en Europe, les anciennes dynamiques de pouvoir s'effritent. L'Europe, jadis perçue comme le donneur, se voit désormais contrainte de s'adapter à une Afrique qui revendique son rôle stratégique. En 2025, près de 31% des exportations africaines sont déjà destinées à l'Europe, un signe de dépendance croissante, mais également d'une capacité accrue de négociation du côté africain. Ibrahim Traoré, parmi d'autres dirigeants africains, incarne cette nouvelle ère où le continent ne se contente plus de fournir des ressources naturelles, mais exige désormais des conditions de coopération claires et équilibrées. L'Europe, elle, cherche à sécuriser l'accès à des minerais stratégiques comme le cobalt, le lithium et le cuivre, essentiels à la transition énergétique et à la fabrication de batteries pour véhicules électriques. Ces ressources sont devenues vitales pour son avenir industriel. Les gouvernements européens, face à la montée des prix de l'énergie et à la fragilité de leur chaîne d'approvisionnement, se tournent vers l'Afrique, non seulement pour ses matières premières, mais aussi pour un marché en pleine expansion et une main-d'œuvre jeune et dynamique. Toutefois, ce n'est plus une simple aide unilatérale. Il s'agit désormais de partenariats où les termes de la coopération sont renégociés. Les pays africains, soutenus par des figures comme Ibrahim Traoré, insistent sur le fait qu'il ne s'agit plus de simples exportations, mais de la possibilité d'industrialiser localement, de créer des emplois et de maîtriser les processus de transformation. Le défi pour l'Europe est donc de ne pas seulement sécuriser son approvisionnement, mais de réussir à naviguer dans ce nouveau monde où les termes du commerce sont redéfinis et où la dépendance est partagée. Ibrahim Traoré, jeune président du Burkina Faso, est l'un des leaders qui symbolise ce tournant dans les relations entre l'Afrique et l'Europe. En 2023, alors que les anciennes alliances sont remises en question, il incarne une génération de dirigeants africains qui ne cherchent plus seulement des investissements, mais veulent également dicter les termes de ces investissements. Traoré, à travers sa politique de souveraineté industrielle, met en avant une vision qui va au-delà de la simple extraction des ressources. Il est l'architecte d'un modèle où l'Afrique transforme ses matières premières localement, créant ainsi des emplois et assurant la valeur ajoutée sur le continent. Ce changement de paradigme a un impact immédiat sur la dynamique géopolitique. La Zambie et la Namibie, par exemple, commencent à se détourner des anciennes pratiques d'exportation brute de cuivre et de lithium pour investir dans des raffineries et des infrastructures de transformation. Cela représente non seulement une opportunité économique pour ces pays, mais aussi un message fort envoyé à l'Europe.
L'Afrique ne se contente plus d'être un fournisseur de matières premières, elle veut être un acteur à part entière dans la chaîne de valeur mondiale. Les politiques de Traoré et celles d'autres dirigeants comme lui représentent une pression croissante sur les anciennes puissances coloniales. L'enjeu est de taille. L'Europe doit maintenant accepter de négocier sur des bases équitables. Il ne s'agit plus simplement de l'accès à des ressources naturelles, mais de leur transformation locale, de leur valorisation et de la gestion de la gouvernance de ces projets. Traoré incarne ce changement, tout en mettant en lumière une question cruciale. Qui, désormais, détient réellement le pouvoir dans les négociations entre le Nord et le Sud ? L'Europe, autrefois perçue comme le centre névralgique des négociations internationales, se retrouve dans une position de plus en plus délicate face à l'Afrique. Alors que les anciennes dynamiques de dépendance semblent s'effondrer, de nouveaux rapports de force émergent. Ce changement se fait sentir dès les premières étapes des discussions. L'Europe, qui a longtemps dominé la scène mondiale grâce à ses ressources énergétiques et industrielles, se voit confrontée à une réalité dure. Son modèle de dépendance envers les pays africains pour des matières premières stratégiques commence à se fissurer. Le premier choc a été la pandémie, qui a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales, entraînant une prise de conscience des vulnérabilités des économies occidentales. Puis, avec le retour de la guerre en Europe et la flambée des prix de l'énergie, les tensions sont montées d'un cran, les usines allemandes ont ralenti à cause de l'arrêt des importations de gaz de l'Est, signalant un début de crise industrielle. Dans ce climat incertain, les dirigeants européens ont compris qu'ils ne pouvaient plus compter uniquement sur leur propre sol pour garantir leur avenir économique. Ils se sont donc tournés vers l'Afrique, mais avec une nouvelle approche, celle d'une négociation équilibrée où l'accès aux ressources ne se ferait plus à n'importe quel prix. En réponse, des pays africains, comme le Burkina Faso, la Zambie, la Namibie et le Rwanda, ont commencé à transformer leur approche de la coopération. Le modèle qui émerge est celui de la transformation à la source. L'objectif est clair, ne plus exporter des matières premières brutes, mais les transformer localement pour en maximiser la valeur ajoutée. Cette stratégie vise à renforcer l'autonomie économique des pays africains, tout en répondant aux exigences de l'Europe pour sa transition énergétique. Par exemple, la Zambie et la Namibie ont investi dans des raffineries de cuivre et de lithium, deux matériaux essentiels pour la fabrication de batteries. Plutôt que de rester à l'échelon de la production brute, ces pays ont choisi de prendre en charge la transformation des minerais, garantissant ainsi non seulement la création de valeur sur place, mais aussi un contrôle accru sur les processus industriels. L'élément clé de ce basculement est la gouvernance. Les pays africains, emmenés par des leaders comme Ibrahim Traoré, ont clairement fait savoir que les négociations ne se limitaient pas à la simple obtention d'investissements. Ils exigent des garanties sur l'emploi local, sur le transfert de technologies et sur leur participation active à la gestion des projets. Les investissements européens ne peuvent plus être perçus comme un simple soutien, mais doivent s'accompagner d'une réciprocité qui profite directement aux populations locales. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré, en tant que représentant d'une génération de dirigeants plus conscients des enjeux de souveraineté industrielle, a joué un rôle déterminant en rappelant à l'Europe que le développement de l'Afrique ne pouvait plus se faire à sens unique. Ce changement a eu des répercussions immédiates sur le terrain. L'Europe, en quête d'un accès sûr aux minerais nécessaires pour sa transition énergétique, s'est retrouvée dans une situation où elle devait accepter des conditions plus strictes. Le modèle de partenariat s'est transformé en un véritable échange où chaque partie fixe ses conditions et exige des résultats tangibles. Ibrahim Traoré, avec d'autres dirigeants africains, a ouvert la voie à une nouvelle forme de coopération internationale où les termes du développement sont redéfinis et où la souveraineté économique est placée au cœur des négociations. Les preuves de ce basculement dans la dynamique des relations entre l'Europe et l'Afrique sont visibles à travers plusieurs indicateurs économiques et commerciaux. En 2025, environ 31% des exportations africaines sont destinées à l'Europe, une proportion significative qui témoigne de la dépendance croissante de l'Europe vis-à-vis des ressources africaines. Cependant, ce chiffre révèle aussi un autre phénomène. L'Afrique devient un acteur
incontournable dans l'économie mondiale avec une influence croissante sur les choix économiques et industriels mondiaux. Ces exportations ne se limitent plus à des matières premières non transformées, mais incluent également des produits à valeur ajoutée comme des minerais traités et des matériaux nécessaires à la transition énergétique de l'Europe. L'exemple des investissements dans les raffineries de cuivre et de lithium en Zambie et en Namibie illustre bien ce changement. Ces deux pays ont non seulement augmenté leur production de minerais, mais ont également investi massivement dans des infrastructures locales pour transformer ces ressources sur place. Cette transformation permet non seulement de créer des emplois locaux, mais aussi de générer de la valeur ajoutée qui reste désormais sur le continent africain. Le cuivre et le lithium, utilisés dans la fabrication de batteries pour les véhicules électriques et d'autres technologies vertes, sont des ressources stratégiques pour l'Europe, mais aussi pour l'Afrique, qui commence à prendre le contrôle des chaînes de valeur mondiales. D'autres exemples, comme celui du Sénégal et du Rwanda, qui se sont orientés vers la production locale de médicaments, montrent également cette tendance. Ces pays, après des années d'importation massive de vaccins et de produits pharmaceutiques, ont décidé de mettre en place des industries locales pour produire, certifier et distribuer des médicaments, en grande partie avec des investissements européens. Ce modèle qui combine capital européen et expertise locale vise à créer une industrie pharmaceutique régionale forte, réduisant ainsi la dépendance aux importations tout en renforçant l'autonomie du continent. Le rôle des pays africains dans cette transformation est également souligné par les nouvelles exigences en matière de gouvernance des projets. À travers des mécanismes comme la double gouvernance, des droits de vote égaux et des obligations de réinvestissement local, les pays africains cherchent à garantir que les bénéfices des investissements étrangers ne se limitent pas à la simple extraction des ressources, mais profitent également aux populations locales. Ces dispositifs garantissent que la valeur créée reste sur le continent et que l'Europe ne profite pas uniquement de l'accès aux matières premières, mais participe également à l'industrialisation africaine. Ces chiffres et exemples démontrent que l'Afrique, portée par des leaders comme Ibrahim Traoré, est en train de redéfinir les règles du jeu dans ses relations avec l'Europe. L'enjeu n'est plus uniquement d'exporter des ressources, mais de les transformer localement, de garantir des emplois, de favoriser le transfert de technologies et de réécrire les termes de la coopération pour que l'Afrique puisse enfin tirer pleinement profit de ses ressources. L'Europe, quant à elle, doit désormais s'adapter à ces nouvelles règles et accepter que les partenariats de demain devront être basés sur un respect mutuel et une réciprocité plus équilibrée. Dans le cadre de cette transformation, deux points de vue opposés émergent. D'un côté, certains économistes européens voient le changement comme une correction naturelle, un ajustement nécessaire face à une réalité économique où l'Europe n'est plus en position de dominant. Ces experts estiment que les pays africains, en réclamant plus de valeur ajoutée et en insistant sur la transformation locale, apportent une légitimité à la coopération qui pourrait renforcer l'industrialisation sur le continent tout en assurant des partenariats plus équitables. Selon eux, l'Afrique pourrait bénéficier d'une industrialisation accélérée grâce aux investissements européens tout en conservant une certaine souveraineté sur ses ressources naturelles. D'un autre côté, des voix critiques avertissent que ce nouvel équilibre pourrait masquer une forme de dépendance plus subtile mais tout aussi dangereuse. Le modèle proposé pourrait en effet déguiser une nouvelle forme d'influence européenne où les investissements, bien que plus orientés vers le développement local, continuent à bénéficier principalement aux entreprises européennes. Ces critiques soulignent que même avec des garanties comme la double gouvernance ou le réinvestissement local obligatoire, la structure de financement et les normes européennes pourraient créer une forme de dépendance plus polie. Si les projets restent financés et audités selon des standards européens, les pays africains pourraient se retrouver à la merci des mêmes dynamiques de pouvoir qu'auparavant, simplement dans un cadre moins visible. Ibrahim Traoré et d'autres dirigeants africains, cependant, contre-attaque en soulignant que la capacité à négocier de manière plus équitable n'est possible que si les pays africains conservent une véritable souveraineté sur leurs ressources et leur industrialisation.
Le défi réside donc dans la capacité des pays africains à ne pas seulement accepter des investissements, mais à en négocier les termes pour garantir que les bénéfices réels restent sur le continent. La question de la gouvernance, de la répartition des bénéfices et du contrôle des processus industriels devient centrale, et c'est là que des dirigeants comme Traoré jouent un rôle décisif. Ils cherchent à s'assurer que la transformation ne soit pas simplement une couverture pour de nouvelles formes de dépendance, mais bien un véritable levier pour l'autonomisation économique de l'Afrique. L'Europe, qui cherchait autrefois à imposer ses règles, doit désormais s'adapter à une Afrique plus affirmée, où des leaders comme Ibrahim Traoré jouent un rôle central. La dynamique change. Ce n'est plus l'Europe qui aide l'Afrique, mais l'Europe qui cherche à sécuriser ses propres chaînes de valeur. Traoré, avec sa politique de souveraineté industrielle, incarne cette nouvelle ère où l'Afrique prend le contrôle de ses ressources et de sa transformation locale. Cependant, la véritable question reste: ces changements mènent-ils à une réelle indépendance pour le continent ou à une dépendance plus subtile mais toujours présente? Ce pivot stratégique est illustré par l'émergence de nouveaux modèles de coopération. Les pays africains demandent plus que de simples investissements. Ils exigent des projets qui bénéficient réellement aux populations locales, en garantissant des emplois, en promouvant le transfert de technologies et en assurant un contrôle sur la gouvernance des projets. L'Afrique ne se contente plus d'être un fournisseur de matières premières, elle veut transformer ces matières sur place et en retirer une part substantielle de la valeur ajoutée. Le défi pour l'Europe est désormais de négocier dans ce nouveau cadre où la réciprocité et la souveraineté sont primordiales. La question est de savoir si cette nouvelle relation sera une véritable collaboration ou une prolongation déguisée des anciennes hiérarchies. Les répercussions de cette nouvelle dynamique sont profondes et ont des implications concrètes tant pour l'Europe que pour l'Afrique. D'un côté, l'Europe cherche à sécuriser ses approvisionnements en ressources stratégiques pour sa transition énergétique, notamment les minerais nécessaires à la production de batteries et aux énergies renouvelables. Cependant, avec l'augmentation de la demande pour des matières premières africaines, elle se trouve désormais dans une position où elle doit accepter des négociations plus équilibrées, dictées par des exigences africaines pour un partage équitable des bénéfices. Cette situation met l'accent sur l'importance de garantir que l'investissement européen profite véritablement aux populations locales, tout en respectant la souveraineté des nations africaines. L'Afrique, quant à elle, voit dans cette évolution une opportunité majeure pour renforcer sa position sur le marché mondial. Le modèle de transformation locale, qui consiste à passer de l'exportation brute à la fabrication locale, permet non seulement de maximiser la valeur ajoutée, mais aussi de créer des emplois durables et de stimuler l'industrialisation. Des pays comme la Zambie et la Namibie, en investissant dans des raffineries pour le cuivre et le lithium, montrent l'exemple de ce qu'une véritable transformation peut apporter à l'Afrique. Non seulement ces pays contribuent à la production de batteries essentielles pour la transition énergétique, mais ils prennent également le contrôle des processus de transformation et bénéficient directement des gains économiques associés. Cependant, cette nouvelle approche comporte également des risques. Les pays africains, malgré leurs avancées, sont confrontés à la nécessité de renforcer leur capacité à négocier des accords réellement équitables. Les investisseurs européens, bien que plus ouverts à l'idée de travailler sur le long terme et de partager la gouvernance des projets, continuent d'être influencés par des critères économiques. Et il est encore trop tôt pour savoir si ces projets seront véritablement durables dans une optique de souveraineté à long terme. Le risque d'une dépendance douce persiste, notamment si les investissements européens restent trop ancrés dans des modèles de gouvernance et de normes européennes. Cela soulève une question cruciale. Comment l'Afrique peut-elle garantir que ces projets de transformation locale ne se transforment pas en un simple recyclage de dépendance, même sous une forme plus élégante ? Les garanties sur l'emploi local, le transfert de technologies et les exigences de réinvestissement dans les économies locales seront des éléments clés pour assurer que la souveraineté industrielle africaine ne soit pas qu'une illusion. Le rôle de dirigeants comme Ibrahim Traoré sera décisif dans ce processus. Leur capacité à définir et à faire respecter des clauses de gouvernance partagée
et à s'assurer que la valeur reste sur le continent sera un facteur déterminant pour l'avenir économique de l'Afrique. Les mois à venir détermineront la trajectoire de cette nouvelle ère de coopération entre l'Afrique et l'Europe, avec 3 scénarios possibles qui se dessinent en fonction des évolutions des négociations et des structures de gouvernance. Le premier scénario, plus optimiste, envisage une interdépendance bien orchestrée, où les pays africains, en renforçant leur souveraineté industrielle, parviennent à négocier des accords qui profitent véritablement aux populations locales, tout en permettant à l'Europe de sécuriser ses ressources stratégiques. Si les pays africains imposent des mécanismes de gouvernance partagés, des obligations de réinvestissement local et des clauses de transfert de technologie, les investissements européens pourraient non seulement accélérer l'industrialisation du continent, mais aussi soutenir une croissance durable. Dans ce cas, l'Afrique, en tirant profit de ses ressources locales, aurait la possibilité de se transformer en un acteur clé dans l'économie mondiale, tout en veillant à ce que la valeur créée reste sur le continent. Un autre scénario, plus risqué, envisage un verrouillage de la valeur ajoutée, où les pays africains, bien qu'engagés dans la transformation locale de leurs ressources, se retrouvent à la merci de structures de gouvernance trop rigides et de mécanismes d'investissement qui continuent de favoriser les intérêts européens. Dans ce cas, malgré des avancées visibles dans la transformation des ressources, l'Afrique pourrait se retrouver dans une situation où les bénéfices restent concentrés entre les mains des investisseurs étrangers et où les bénéfices économiques pour les populations locales ne sont pas à la hauteur des attentes. Le transfert de technologie et la création d'emplois durables seraient alors insuffisants pour justifier les énormes investissements réalisés. L'intégration régionale pourrait, dans ce cadre, ne pas se concrétiser de manière significative, et l'Afrique pourrait se retrouver avec des chaînes de valeur fragiles et dépendantes des fluctuations du marché mondial. Le troisième scénario, le plus fragile, verrait une dépendance douce réapparaître sous une forme plus élégante. Si les projets d'investissement restent soumis à des critères rigides et à des normes de gouvernance dominées par l'Europe, et si les mécanismes de contrôle de la gouvernance restent éloignés du terrain, il pourrait y avoir un retour à une forme de dépendance masquée. Dans ce cas, malgré l'industrialisation superficielle et les infrastructures mises en place, les pays africains risquent de ne pas réussir à maintenir un contrôle véritable sur leurs ressources et leurs chaînes de valeur. Cela pourrait fragiliser les progrès réalisés et conduire à une situation où l'Afrique, bien qu'apparaissant comme un partenaire égal, se retrouverait à nouveau sous l'influence indirecte de puissances extérieures. Quel que soit le scénario, les mois à venir seront cruciaux. La manière dont l'Europe et l'Afrique négocieront ces questions fondamentales déterminera la direction prise par les relations futures. Le modèle de coopération devra évoluer vers un partenariat véritablement équilibré où les bénéfices sont partagés de manière équitable. L'impact de ces nouvelles dynamiques entre l'Europe et l'Afrique ne se limite pas aux leaders politiques et économiques. Il concerne également les citoyens des deux continents. En Afrique, les transformations locales pourraient générer des emplois et stimuler l'industrialisation, apportant des opportunités économiques concrètes pour les populations. Cela pourrait également offrir une chance de surmonter l'obstacle historique de la dépendance à l'égard des importations de matières premières et d'augmenter l'autonomie régionale. Les jeunes générations, en particulier, pourraient bénéficier de programmes de formation et de certification dans les secteurs technologiques, énergétiques et industriels, les préparant à participer activement à cette nouvelle économie. Cependant, ce n'est pas seulement l'Afrique qui subit des changements. Les citoyens européens, quant à eux, doivent se préparer à un monde où l'accès aux ressources naturelles sera moins garanti. L'Europe devra investir dans des mécanismes qui garantissent une coopération juste et durable, en veillant à ce que les investissements respectent des standards éthiques et de gouvernance. Ce processus pourrait être perçu positivement par les citoyens européens si les projets mènent à des solutions concrètes pour les crises énergétiques et environnementales, tout en soutenant le développement économique de l'Afrique de manière respectueuse et équilibrée. Mais cela soulève une question plus large. La souveraineté industrielle de l'Afrique peut-elle être véritablement préservée si les pays européens continuent de dominer les chaînes de valeur mondiales ? Pour les citoyens des deux côtés,
L'enjeu est de savoir si ces partenariats seront synonymes d'une véritable réciprocité ou si, au contraire, l'Afrique sera simplement un terrain d'exploitation sous de nouvelles formes. Ibrahim Traoré, ainsi que d'autres dirigeants africains, soulignent que ce processus doit aboutir à des bénéfices concrets pour les populations et non à de nouveaux rapports de dépendance déguisés sous des termes modernes. Pour les Européens, le message est clair. Il ne suffit pas d'investir en Afrique, il faut que ces investissements profitent aux communautés locales et renforcent véritablement l'autonomie du continent. Pour que la coopération entre l'Afrique et l'Europe devienne véritablement équitable et durable, un cadre solide de mise en œuvre doit être mis en place. Voici une proposition de l'étape à suivre pour garantir que les projets d'investissement bénéficient à la fois à l'Afrique et à l'Europe, tout en respectant les principes de souveraineté et de réciprocité. 1. Gouvernance partagée et transparence. Les accords entre l'Afrique et l'Europe doivent inclure des mécanismes de gouvernance partagée, garantissant que les décisions sont prises de manière collégiale et respectent les intérêts des deux parties. Cela pourrait inclure la création de conseils de surveillance composés de représentants européens et africains, assurant que les projets sont gérés de manière transparente et équilibrée. Chaque contrat devrait préciser les droits de vote égaux, ainsi que des critères de réévaluation régulière des projets. 2. Transfert de technologie et compétences locales. Les entreprises européennes investissant en Afrique devraient être tenues de mettre en place des programmes de transfert de technologie et de formation pour les travailleurs africains. Cela inclurait des certifications et des programmes de formation dans des secteurs clés comme l'énergie, l'industrie et la technologie, afin d'assurer que la population locale bénéficie de nouvelles compétences et que les capacités industrielles de l'Afrique soient renforcées. 3. Réinvestissement dans les économies locales. Un pourcentage significatif des bénéfices générés par les projets d'investissement devrait être réinvesti dans les économies locales, notamment pour financer des infrastructures, des écoles, des hôpitaux et des programmes d'éducation. Ce réinvestissement local contribuerait à pérenniser les effets économiques des projets et à créer une boucle vertueuse de croissance et de développement durable pour les communautés. 4. Suivi et évaluation des impacts. Il est essentiel de mettre en place un système de suivi et d'évaluation indépendant afin de mesurer les impacts économiques, sociaux et environnementaux des projets. Ce système devra évaluer si les promesses de création d'emplois locaux et de transformation industrielle sont tenues et s'assurer que les bénéfices sont réellement partagés entre l'Afrique et l'Europe. En cas de manquement, des mesures correctives doivent être prévues. En suivant ces étapes, l'Europe et l'Afrique peuvent s'engager dans une voie de coopération mutuellement bénéfique où les investissements profitent à la fois à l'industrialisation africaine et à la transition énergétique européenne.